Je suis une jeune marchande de parents antiquaires. J'ai grandi dans les belles choses. J'ai toujours dit à mes parents que je voulais pas tomber dans leur folie. Sauf que, voilà, j'en suis là aujourd'hui dans un métier qui est passionnant, qui est prenant et qui nous invite au voyage et surtout en fait au partage, à la pérennisation et l'envie de concrétiser le beau et de le pérenniser, en fait, c'est ça. Je suis quelqu'un qui a toujours fait les choses différemment, que ce soit dans ma vie privée, scolaire, dans le business. J'ai toujours été à contre-courant, malgré beaucoup de, on va dire, de conseils de personnes plus peut-être de vrais antiquaires et les vieux antiquaires, en disant non, c'est pas comme ça qu'on fait. Moi, je me suis toujours dit, moi j'ai un truc là au fond de moi qui me dit que c'est comme ça qu'il faut faire et j'y vais. Donc j'ai grandi avec, je suis gauchère, je parle pas comme tout le monde, je ne regarde pas la télé, voilà, et c'est un choix. Et il y a quelques années, on est venu me trouver pour que je fasse une émission télévisée que vous connaissez peut-être, Affaires conclues. Et il y a quelques années, j'ai dit, moi, ça ne m'intéresse pas trop d'être médiatisée, d'acheter et vendre de la brocante à des prix de fou, parce que c'est des prix de fou. Et ils sont venus il y a 2 ans me retoquer à la porte en disant, Aurore, tu es vraiment sûre que tu ne veux pas intégrer l'équipe? Et là, j'ai craqué, j'ai dit, bon, pourquoi pas. C'était en plein Covid, et le Covid aura amené énormément de belles choses, puisque le Covid a permis à pas mal d'entre nous d'être derrière un ordinateur, derrière la télévision, et de se dire, tiens, on referait bien notre décoration d'intérieur. Tiens, on a de l'argent qui dort à la banque et qui nous coûte de l'argent. Tiens, mon banquier m'a dit que c'était bien d'investir dans les œuvres d'art. Spéculation, intérêt pour les belles choses, mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de... On n'achète pas, en fait, à l'époque, on n'achetait pas un nom. On n'achetait pas une œuvre d'art pour dire de l'afficher. Aujourd'hui, on est dans un monde où on veut montrer qu'on a un Picasso, un Salvador Dali, et on est prêt à acheter un offset ou une impression, et de juste montrer qu'on a un Salvador Dali alors qu'il ne vaut rien. On est dans la démonstration, dans la spéculation et dans l'avoir. La démonstration, c'est vraiment le mot tendance aujourd'hui. Et j'ai envie d'appuyer ce mot tendance. On le voit à la télé, on le voit dans les magazines, on le voit dans les journaux. Les millennials, comme moi je vais m'appeler, qui ont entre 25 et 40 ans, et je vais me sortir de ce lot puisque je ne fais pas les choses comme tout le monde. On veut montrer qu'on a le dernier iPhone, on a la dernière Mercedes, on veut montrer qu'on a la Rolex par excellence, et c'est ça qui fait qu'on a l'air d'être riche, et pourtant on n'a rien. On n'a rien, on a du matériel, alors qu'à l'époque, moi j'ai connu les plus grands collectionneurs. Les plus grands collectionneurs, ils m'appelaient, ils me disaient « Aurore, t'as pas rentré une petite boîte de spa pour moi ?» Et ils ne voulaient pas le montrer qu'il avait la boîte de spa. Ils ne voulaient pas acheter quelque chose qu'on avait vu partout. Et ça, le mot collectionneur aujourd'hui disparaît. On est sur de la tendance. On est sur de la tendance et surtout, c'est ça que j'ai envie de parler de la télévision, des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, en fait, on achète une marque. On est prêt à acheter quelque chose qui ne vaut rien. Et par exemple, un bijou, je vais prendre la marque Pomaletto, je trouve ça c'est très beau, mais c'est un quartz. Cette bague-là, par exemple, c'est un quartz qui vaut 100 €. On a un anneau en valeur marchande de l'or qui vaut 150 €. Eh bien, parce que notre copine, notre voisine, ou on l'a vu dans un magazine, portait ce bijou, on est prêt à payer 3 500 €. Et c'est une marque. Et c'est un signe de sociabilisation, c'est un signe de... On rentre dans un rang. Alors qu'à l'époque, on avait la salle à manger liégeoise, on avait du Biedermeier, on avait ce fantastique mobilier qualitatif qu'aujourd'hui, on ne regarde même plus. On ne regarde même plus parce qu'en fait, il faut que ce soit blanc, il faut que ce soit dénaturalisé, il faut que ce soit insipide, incolore, inodore. Il faut que tout le monde ait la même chose pour pouvoir rentrer dans un rang. Et la télévision et les réseaux sociaux nous ont dicté une loi de consumérisme.
on achète et on se dit, tiens, c'est de la bonne cam parce que c'est cher. Qu'est-ce qui est bon, en fait, finalement, là-dedans? On est prêt à acheter, à investir en se disant, tiens, Aurore, j'aime beaucoup ce tableau. Si je l'achète aujourd'hui, vous pensez que je peux le vendre demain plus cher? Eh bien, monsieur, je suis désolée, je ne vous le vends pas. Je ne vous le vends pas, ce tableau, parce qu'en fait, c'est pas ça, acheter de l'art, c'est pas ça, en fait, être collectionneur et amateur d'art. Et je préfère louper une vente plutôt que vous achetez quelque chose pour dire de le revendre et d'avoir quelque chose, monétiser quelque chose. Les pièces d'art, c'est quelqu'un qui a passé du temps, qui a un savoir-faire, qui a une passion, comme moi j'ai ma passion. Et impliquer des jeunes aujourd'hui, c'est de les éduquer. On manque d'éducation, on n'ouvre pas les yeux. Après, j'ai pas du tout la science infuse et je vous partage juste moi mon sentiment. La télévision nous dicte des pièces qui sont beaucoup trop chères par rapport à ce qu'elles sont. Et on a Internet aussi, on a les NFT. Les NFT, on est prêt à mettre 15 000 € dans quelque chose, vous ne l'avez même pas en main. Ça veut dire que demain, vous vous faites voler vos accès, vous n'avez plus rien. Et c'est bien ça que je trouve dommage, c'est qu'on est capable d'acheter maintenant une pièce, une œuvre d'art, sur une photo, sans la toucher, sans la voir et sans même connaître l'histoire. Où va notre métier? Où va notre métier, puisque vous êtes, vous, en tant que client, ou peut-être collectionneur, ou rare comme dernier collectionneur, à venir à ce salon. D'ailleurs, je vous remercie, parce que c'est vous qui nous faites vivre, c'est vous qui faites vivre les salons, et encore le côté humain. Quand j'ai un client qui vient et qui me dit, ah ben, j'ai une pièce à vendre, admettons, ceci, et je l'ai vu sur Internet, il est affiché à 8 500 €. D'accord, monsieur. Là, vous savez, c'était l'époque, voilà, moi je l'ai vu, il mesure autant. Je dis, mais c'est très bien, en fait, vous faites mon métier. Pourquoi venez-vous me trouver puisque vous pouvez le vendre vous-même à 8 500 €? Ben oui, mais voilà, vous me l'achetez ce prix-là. Mais je pense, monsieur, vous n'avez rien compris au métier. Vous avez ici une copie qui ressemble extrêmement bien et qui est bien faite, mais ce n'est pas un bon. Et vous êtes prêt, en fait, à vendre à quelqu'un qui n'y connaît rien 8 500 € une copie. Alors, c'est très bien, c'est un bon plan de savoir que notre métier n'est pas en fait un métier qui est reconnu par la loi. On n'a pas un diplôme comme les médecins où on est docteur Aurore Maurice et qu'on a la science infuse. Tout le monde peut devenir journaliste, antiquaire, brocanteur, historien de l'art à la limite. Et on vend tout à n'importe quel prix et on vend tout surtout n'importe quoi. Et on a l'impression que parce qu'on passe à la télé, parce que vous achetez quelque chose qui est passé à la télé, c'est quelque chose qui est bon. Qui suis-je? À part juste une petite marchande de 32 ans qui essaye d'avoir une légitimité, une crédibilité en tant que femme antiquaire. C'est extrêmement compliqué. Alors, on est justement dans les millennials, dans les NFT. Le XXe siècle et le XXIe siècle, l'art contemporain, des prix de fou. Le 18e n'a plus son succès au 18e siècle dans les pièces. Je pense que sur mon stand, je les liquide, ces pièces-là, à des prix qui sont scandaleux. Ça vaut beaucoup plus, sauf que le marché, je ne vais pas vous l'apprendre, l'offre et la demande. Si je mets le gramme d'or à 5 € le gramme de l'or, plus personne ne voudra de l'or parce que ça ne vaut plus rien. Et si je mets le gramme de l'or à 200 € et que tout le monde veut de l'or, alors qu'il ne vaut pas 200 € à la base, tout le monde voudra de l'or. Et ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde veut un basket, tout le monde veut un Picasso, un Dali, que sais-je, Miro, Chagall, parce qu'on s'identifie à ça. Alors le NFT, je ne sais pas si vous avez quelqu'un dans la pièce ici à un des NFT ou s'intéresse à ça. Et je suis contente de voir qu'il y a plein de têtes qui disent parce que je ne comprends pas ce marché. On essaie de préserver, nous, notre métier. On prend juste une photo et on vend quelque chose aujourd'hui qui ne vaut rien. C'est comme mes clients qui viennent et qui me disent « Ah, ben, oui, j'ai fait fondre de l'or. » Ben, je dis « Vous avez fondu quoi, en fait ?»« Oh, ben, tous les bijoux de famille que tu as mon arrière-arrière-grand-mère. » Et je dis « Vous avez eu combien pour autant de grammes d'or ?»
Ah ben voilà, ben je vous montre les photos. Ah ben vous savez que madame, si vous m'aviez vendu vos pièces, j'aurais pu les revendre moi à quelqu'un qui l'aurait porté et apprécié. Et là vous avez quoi? Vous n'avez plus rien à part quelques billets qui vont disparaître dans un chariot de course. Peut-être dans des travaux, des rénovations ou dans une nouvelle voiture ou peu importe. Et il n'y a plus rien. Et la valeur des choses aujourd'hui se termine sur juste quelques billets avec un nouvel iPhone. J'ai une dame, encore il y a quelques jours, qui me dit « Bon, je vais vous le vendre pour acheter un téléphone. » Parce que vous savez, ça coûte cher un téléphone aujourd'hui. Je dis ben, « Madame, je ne vais pas vous l'acheter, je vais vous demander de vous le garder. Vous avez des petits-enfants et des enfants. Et c'est une valeur, c'est une pomme pour la soif. » Voilà. Et vous allez mettre ça dans le coffre. Et vos petits-enfants, le jour où ils auront besoin il y a toujours une petite pièce qui est là, un bijou qui est en or et qui va pérenniser votre histoire et qui vous pourra être partagé encore et encore. Et là, vous allez faire fondre de l'or, des bijoux qu'on ne peut même plus refaire pour avoir quoi? 200, 300 € au poids de l'or aujourd'hui. Et c'est ça qui est triste dans notre marché, c'est que la télévision, malgré le fait que ce soit une très très belle émission qu'on apprend tous les jours, où on rencontre aussi des antiquaires et on a repris l'intérêt de chacun, on va vraiment titiller votre intérêt avec des petites pièces qui, vous vous dites, ah bah tiens, il arrive avec une petite mémère, là, comme je les appelle, à 5 € et on va la vendre à 50. Et qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que téléspectateur? Ah, vous allez chercher dans la cave, dans le grenier, vous allez chercher la petite pièce, la petite mémère à 5 € en disant, ah, je vais pouvoir la vendre à 50. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que tout maintenant, grâce à cette émission, a augmenté au niveau des prix, mais est devenu déraisonnable. Et vous voulez vendre tout bien cher, mais vous n'êtes pas prêt à acheter de la belle qualité pour pas cher. Et donc, on est dans un marché qui est extrêmement compliqué. Je parlais avec Big Dave, qui est derrière, qui est un très grand marchand, aussi, ça me fait coucou, David. Tout à l'heure, on en discutait en se disant, on est de parents antiquaires, on est de père en fils, de père en fille, on est antiquaires. Et le 18e siècle, aujourd'hui, il n'y a personne qui en veut. On n'est même pas prêt à payer 300 € pour un bronze, un très beau bronze. Personne n'en veut. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? On ne sait pas quoi acheter, quoi vendre. Demain, je vais chez vous, un particulier, et on achète un bronze à 500 € et vous l'avez acheté 3000. On s'est passé pour les vilains. On est méchants, antiquaires, bande de vieux requins. Vous allez vous prendre une marge de fou. En plus, toi, Aurore, tu es à l'émission Affaires conclues. Ben non, en fait, on ne se prend pas des marges parce que les plus grands requins, c'était nos parents. Nous, aujourd'hui, c'est compliqué avec Internet. Vous pouvez le vendre vous-même. Vous savez exactement les prix que ça vaut. Et quand vous allez voir peut-être David qui est là, ou un autre marchand, ou moi, on va vous donner les mêmes prix. Et pour avoir de la belle qualité, aujourd'hui, ben, on doit se plier en 4 et à la limite, on doit se mettre à genoux et dire s'il vous plaît, vendez-le nous, parce que bon, le marché est dur. On rame, hein. Vraiment, on rame. Parce que vous avez pris, vous, en tant que client, la place de l'antiquaire. Vous essayez d'abord de le mettre sur les réseaux sociaux. Dites-moi un petit peu, si vous savez lever la main dans la salle, qui n'a jamais, on va commencer par là, qui n'a jamais publié un objet sur les réseaux sociaux, Marketplace, deuxième main, eBay? Ouais, ben c'est la minorité. Et puis vous venez, et c'est très bien, et c'est logique de votre part, parce que vous essayez d'en tirer le maximum. Et puis vous m'appelez, ou vous appelez les autres marchands, et vous dites, bon ben voilà, moi j'ai des objets à vendre, ben j'ai essayé de les mettre sur une deuxième main, et je me rends compte que je crois que je me fais avoir. Mais pourquoi est-ce qu'on passe toujours en dernier lieu? Vous pensez nous, on essaie de vous avoir? Et parce que je passe à la télé alors que j'ai aucune crédibilité en soi. Je pourrais vous raconter n'importe quoi, comme je suis en train de le faire maintenant. Et on trouve ça triste, nous. Parce que, vu à la télévision, c'est comme si c'était bon et juste. Alors que il y a certains experts, commissaires-priseurs sur l'affaire conclue, qui se trompent, qui se mettent le doigt dans le nez par rapport à l'authentification, par rapport au bronze, aux régules. Comme moi, je peux me tromper, comme bonjour Patrice. Et on essaie d'être les meilleurs sur le marché parce qu'on n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas droit à l'erreur parce que vous êtes là et vous connaissez mieux que nous la marchandise. Enfin, en tout cas, je ne l'espère pas. Et c'est ça la difficulté aujourd'hui dans Internet qui a bousillé le marché, la télévision qui a bousillé le marché. Et nous, on ne sert plus à rien. En tout cas, c'est ce que nous, on pense, c'est ce qu'on ressent quand on travaille. Et voilà, c'est un peu ce que moi, je voulais vous partager, c'est
on ne sait pas quoi acheter, on ne sait pas quoi vendre. Et quand vous venez me trouver en me disant « Ah bah tiens Aurore, qu'est-ce que je dois acheter moi pour gagner de l'argent ?» Ben, je ne sais pas, je suis justement en train de me poser la question « Qu'est-ce que je dois faire moi pour pouvoir payer toutes mes charges et essayer de me payer moi d'abord ?» C'est très compliqué. Et on a réussi à titiller votre attention, à essayer de préserver un petit peu notre patrimoine, et ça c'est vraiment cool parce qu'il y a un peu moins de choses dans les containers aujourd'hui. Mais c'est très très compliqué, vraiment. Et on a les poils qui s'hérissent quand on voit une commode Louis XV d'époque se vendre pour 1 000 €. Je me pose la question de qu'est-ce qui va se passer quand une salle à manger liégeoise se vendait 1 million de francs belges, je ne vais pas dire en euros, c'est des luxembourgeois, mais 25 000, 50 000 € à l'époque. Aujourd'hui, 2 000 €, il n'y a personne qui en veut. Et je vois qu'il y a une jeune fille là qui est assise avec ses jolies lunettes. Dans 10 ans, dans 15 ans, elle va dire « Mais papa, pourquoi t'as pas acheté ?» Mais c'est ça que je veux mettre dans mon intérieur, parce qu'en fait, on voit dans l'histoire de l'art, toutes les époques sont courtes et des fois très longues, mais tout est cyclique. Et donc un jour, on va revenir à ça, cet intérieur qui était justement chargé d'histoire et de patrimoine et de savoir-faire. Aujourd'hui, on achète du contreplaqué, on va acheter du formica, ce plastique. Je ne comprends pas comment on peut acheter ça 400-500 balles, alors qu'on a une commode qui est là où on a passé 3 ans pour la faire et la fabriquer avec des ébénistes, des bronziers, des marketeurs. Il y a un problème aujourd'hui dans l'histoire et dans le savoir-vivre aussi. C'est assez, moi, ça me touche personnellement. Je ne sais pas vous comment vous le sentez en tant que peut-être amateur d'art. Vous avez acheté des grandes pièces à des grands prix et qu'on vient vous dire ben non madame, votre croûte là, elle ne vaut plus rien, je suis désolée. Et on doit faire face à cette position où on est mal placé, mal jugé. Voilà un petit peu où on en est au niveau du marché de l'art. Alors qu'est-ce qui va prendre de la valeur dans 10 ans? Je peux vous dire, si la question était Aurore, on achète quoi aujourd'hui pour gagner de l'argent? Achetez des montres, achetez des diamants bruts, et vous achetez un diamant, il faut minimum 5 000 € et vous le mettez sur la bourse du diamant. Et vous attendez, il faut être bien au courant, il faut être bien conseillé, et vous achetez, vous vendez. Mais c'est sur un laps de temps super court. Vous faites de la spéculation, vous investissez comme l'or en bourse. Il faut tout le temps être là derrière, à savoir quand on achète et quand on vend. Acheter des Rolex, des collections, il faut 15 000 € minimum. Acheter de l'art contemporain, il faut faire les foires, à Bâle, il faut se déplacer, on va à Miami, on va essayer d'être au courant de tout ce qui se passe. Mais on achète une œuvre et on la revend dans les 2 années qui suivent. Mais c'est pas ça l'art. L'art, c'est quelque chose qui se garde, qui se partage et qu'on va rétribuer. J'ai un très beau souvenir de ce papy qui dit moi j'ai la chance, hein, j'ai 10 petits-enfants. Ah, c'est génial. Ben oui, mon premier petit-enfant, je lui achète chaque année des tableaux. Et pour mes 10 petits-enfants, chaque année, ils ont un tableau. Et ils me disent, papy, c'est moche. Tais-toi, tu verras dans 10 ans. Tu auras une collection de tableaux que tu n'aimeras pas, mais tu seras bien content de les avoir. Et c'est ça, en fait, notre métier. C'est ça, en fait, la position de l'être humain aujourd'hui. C'est juste de laisser quelque chose. On laisse quoi, nous, à notre génération, nous, les millennials? On va laisser des iPhones. On va laisser... Qu'est-ce qu'on laisse? Il n'y a plus rien. Et on va prendre même sur le marketing de Rolex, de Hermès. Tout est sur de l'attente. On est prêt à payer plus cher parce qu'on le veut maintenant, l'instantané. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on explique à un jeune, maintenant à la jeune fille par exemple, qui est là, la celle plus jeune de la pièce, tu serais prête à attendre 2 ans et demi pour qu'on te fabrique une commode? Ah, que anglais. Would you be like waiting for 2 years to buy maybe a furniture? No, you want it now, right? You just go on the web and you can click and have it tomorrow, right? Yes. Voilà. Ben, c'est ça en fait aujourd'hui, c'est de se dire, moi j'ai pas le temps d'attendre et je vais gueuler sur le livreur parce qu'il a 2 heures de retard et c'est ce qui s'est passé moi pour mon stand. J'ai un peu gueulé parce que le livreur était en retard. Mais, et c'est ça le truc, c'est de se dire on est dans une société d'ultra-consommation et qu'on n'est plus capable d'attendre pour des belles choses. Et donc à votre tour aujourd'hui, vous n'êtes pas nombreux, mais si vous le dites à votre voisin d'attendre et de consommer des bonnes choses de qualité, peut-être qu'on aura un monde meilleur.
C'est un peu ça, moi j'essaye en tout cas de l'instaurer dans mes valeurs et dans ma manière de travailler. Est-ce que vous avez des questions, des choses comme ça qui pourraient... Oui? Passez le micro. Vous dites très correctement que l'intérêt pour l'art est cyclique. Donc ça veut dire que des choses qui se vendaient très peu cher il y a 20 ans se vendent très cher maintenant. Et donc ça voudrait dire que des choses qui se vendent très mal maintenant, comme votre commode du 18e, se vendra très bien dans 20 ans. C'est simplement une histoire alors d'attendre les 20 ans d'une façon ou d'une autre. C'est un problème de conserver la chose, pour vous également en tant qu'antiquaire. Ce n'est pas un problème que les choses n'ont pas de valeur. C'est une très très belle remarque. Si vous voulez tous vous costiser pour que je puisse acheter des hangars un petit peu chauffés aujourd'hui, je suis la première à le prendre. Logistique égale problème, égale beaucoup d'argent, un grand coup. Si je gagne à l'euro million, je ne me le souhaite peut-être. Première chose que je fais, j'achète des hangars, j'achète tout le mobilier 18e aujourd'hui. Tout ce que je peux avoir comme très belle commode, comme armoire, je le stocke, en espérant que ça revienne. Je donne toujours cet exemple à mes clients. On est vers 1900. L'art nouveau, je vous explique, l'art nouveau, c'est les couleurs pastel. On va voir Horta, les bouches de métro en fer forgé, très chargé, très végétal, très beau, mais ça a été sur la période de l'histoire de l'art le courant le plus court. On avait ras-le-bol de ces trucs trop chargés de femmes, c'était trop. Et qu'est-ce qu'on voit arriver juste après? L'art déco. L'art déco géométrique, pas de couleurs, c'est un peu doré, des couleurs vertes foncées, du bleu très foncé, du noir. Et on a fait tout l'extrême de ce côté très végétal. Et puis quand on passe de l'art nouveau, l'art déco, qu'est-ce qu'on a dans les années 50, 60? Bim, de l'orange. On est sur des fleurs, de l'orange, le truc moche. Enfin, maintenant, aujourd'hui, qui est trop... Vous parlez aux jeunes, vous leur montrez les années 60. Nous, on a connu ça. On s'est dit, mais les parents, ils étaient fous avec leur truc. Là. Formica, on est dans des années, les années 70... Les années 70 passent, on est dans les années 80. On en avait marre de ces couleurs orange, brunes, trop surchargées de formes, de couleurs. Et on va acheter du piche-pain, Louis-Philippe, du blanc. Et on est dans des trucs très sobres. On passe dans les années 90. Et dans les années 90, c'est quoi? C'est tout le mobilier chinois, où c'est très chargé aussi. Tapis de moquette au rouge velours, des murs noirs ou dorés, avec, c'est souvent de la soie ou du lin. Tout est qualitatif, mais ultra chargé. Et puis on passe alors après dans l'art moderne. On va avoir de l'abstrait, on va avoir des choses très architecturalement travaillées. Et aujourd'hui, le vide concret, il n'y a plus rien. Je rentre chez des clients, petite table basse Ikea, canapé Ikea, pas de photo au mur, pas d'encadrement au mur. Où sont les chaussures? Tout est rangé, il n'y a rien. On est dans des maisons témoins. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de truc. Dans 10 ans et 15 ans, et là pourtant la période est longue. Maintenant, elle est très longue. Et dans 10 ans, qu'est-ce que j'espère retrouver? Mes clients. Ouh, les gars, réveillez-vous, venez chercher un peu de vie, un peu de couleur, un peu d'encadrement, que sais-je, de la vie. Il n'y a plus rien. J'ai une sœur jumelle, je peux vous dire que c'est exactement mon non-client. Alice, elle est carrelage blanc, il n'y a pas de tapis, ça résonne quand on rentre chez elle, il n'y a pas une pièce ancienne, si, un aigle en albâtre que mon père a donné parce que son fils l'adorait. Mais rien, le strict minimum, on ne veut plus se surcharger de choses. Et donc, ils sont là, on commence à comprendre que les millennials se réintéressent à cette commode Louis XV. Ils commencent. Donc, vous voyez, tout est cyclique. Sauf que cette période ici, en 2023, aujourd'hui, je ne sais pas quand. Je sais parce qu'elle est tellement longue et que j'espère que dans 10 ans, avec un bon coup de pied au cul, tous les magazines qu'on voit vont réintégrer pour que les gens puissent avoir un peu d'imagination. Une petite commode par-ci, un beau miroir doré par-là. Il faut du temps. Il faut du temps. Les gens aujourd'hui viennent chez moi et me disent « Ah, c'est très beau, mais je ne sais pas comment mettre ça chez moi. »
Je dois prendre mon client par la main et lui dire « Venez, je vais vous montrer comment on va intégrer un mobilier ancien dans du super contemporain. » Parce que c'est canon. Mais il n'y a plus cette culture et cette recherche, ce besoin de curiosité. La curiosité, maintenant, elle est sur Pinterest. Je donne cours en décoration d'intérieur et pour des futurs antiquaires. Et je demande aux étudiants en décoration d'intérieur, elles ont c'est surtout des femmes, elles ont entre 18 et 45 ans. Et je leur demande, tiens, quelle est la source, qu'est-ce qui vous fait vibrer quand vous regardez pour décorer? Pinterest. Vous êtes sérieux, vous êtes sur une application où tout le monde a la même chose et vous allez proposer à vos clients la même chose. Mais vous servez à quoi? Vous êtes décorateur d'intérieur, futur décorateur d'intérieur, et vous devez apporter une plus-value. Qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde peut aller alors sur Pinterest, tout le monde peut se prévaloir à leur décorateur d'intérieur, tout comme tout le monde peut se prévaloir aujourd'hui d'être marchand et antiquaire. Et c'est ça le truc cyclique, c'est que ça me fait vraiment peur. On est sur encore, à mon avis, 10 ans comme ça, à vivre dans du plastique, du contreplaqué et des matières qui ne coûtent rien. Maison du Monde propose un canapé Chesterfield en faux du simili-cuir. Le Chesterfield, c'est un genre de modèle, c'est pas une marque, vous connaissez le Chesterfield. Ils vendent ça 2500 €. C'est du carton avec un simili-cuir. Eh bien, les gens vont aller chercher à 2500 balles, ne me dites pas que c'est la crise, un canapé, un coup de pied dedans, vous asseyez un peu, vous avez les enfants qui sautent dessus, ils craquent. Eh bien, moi, j'en vends un en cuir véritable, qui est joliment patiné, pour 700 €. Et les gens n'osent pas rentrer chez moi, parce que je suis antiquaire. Je n'ose même plus prononcer le mot antiquaire, je suis marchande aujourd'hui. Parce qu'antiquaire, c'est désuet, c'est sale, c'est cher, et ça fait vieillot. Donc j'espère que ça s'applique. J'espère sincèrement. Si vous avez du mobilier 18e pas cher, vous m'appelez. Voilà. Vous avez peut-être d'autres questions? Merci. Vous avez dit à juste titre, je pense, que la télévision, les réseaux sociaux, etc., les gens se font l'idée d'une valeur qui en réalité n'est pas la valeur de la chose. Par contre, quand vous êtes femme, donc souvent c'est une fille aussi, je suis assez jeune et je vais assez dans les antiquaires, et à chaque fois c'est l'impression de je suis jeune, je suis une femme, donc je n'y connais rien, donc je ne suis pas l'acheteur classique à aller en antiquaire, donc j'ai pas trop ma place à cet endroit-là. Et je trouve que c'est dommage que les gens qui sont un peu en contre-courant, les milléniaux, comme vous dites, qui s'intéressent pas à ça, en fait, sont face à une barrière de t'es pas trop censé être là, en fait, t'es pas trop censé t'intéresser à ça, et je trouve ça un peu dommage aussi. Alors il faut aller chez les antiquaires et les jeunes antiquaires ou d'autres personnes qui sont enfants d'antiquaires. Moi, je vais vous donner un exemple. J'ai le collectionneur le plus jeune, je pense, dans ma clientèle. Il a 8 ans. Il y a quelques années, il était venu avec ses parents au magasin. Et j'ai toujours une boîte magique pour les garçons et une boîte magique pour les filles. Et dans cette boîte magique, quand il y a un enfant qui vient, ce petit garçon-là, j'ai toujours des médailles qui ne valaient rien, mais médailles, des petites voitures, des petits bijoux, des trucs, des machins qui traînent. Et je dis, tu peux prendre un objet qui te plaît. Et ce garçon-là, il avait, je pense, 5 ans. Il fouille dedans pendant que je parle avec les parents, j'explique, et donc il est tout de suite intéressé par ça. Et il prend une médaille. Et il y a quelques semaines, le papa et la maman reviennent avec le gamin qui a 8 ans. Et bien, grâce à vous, Aurore, mon enfant fait une collection de médailles aujourd'hui. Et ma clientèle, elle est... Je ne mets aucun jugement sur qui vient dans ma boutique. Et je vais vous donner encore un deuxième exemple. Un jour, j'ai une dame qui vient, elle est en... J'aurais pu croire qu'elle est SDF, pantoufles trouées, pull... Enfin, on se dit, elle ne correspond pas à ma clientèle. Elle n'est pas jeune, c'est une vieille dame. Tac, ça, je prends ça, je prends ça, je prends ça, je prends ça. Voilà mon adresse, je vous paye en cash. Et une fois que vous m'avez livré, vous m'oubliez. Je ne veux pas que vous vous donniez mon adresse, voilà. Vous ne m'avez jamais vu. Énorme château. Splendide. Je ne prends jamais aucun jugement. Aucun. Et quand j'ai justement des jeunes qui achètent, et je vais vous donner encore un dernier exemple pour l'anecdote, on est un peu avant les fêtes. Et j'ai un superbe service Limoges, avec un petit livret doré, que je n'achète quasi plus parce que j'ai pas de clients. Sauf ce jeune couple qui doit avoir 28-30 ans, mon âge.
Oh là là, il est très très beau, hein, vraiment très très beau. Oui, il est vraiment très beau. Oui, bon, on n'a pas vraiment le budget. Les parents reviennent, m'achètent un truc et je dis, dites vos enfants, ils aimaient vraiment bien le service. Ah oui, oui, ils m'en parlent encore aujourd'hui. Bon, ils ne sont pas forcément les moyens. Je dis, c'était quoi leurs moyens? Ouais, écoutez, c'était 500 €. Moi, je le mettais, je pense, à 850. Mais j'ai dit, vous savez quoi? Appelez-les maintenant et dites-leur que le service, parce qu'ils aiment vraiment bien, je souhaiterais qu'ils le mettent sur leur table à eux à Noël et à 500 € je leur laisse. Et c'est ça mon truc, c'est de me dire, chacun, on a droit à avoir une belle pièce à la maison. Quand j'ai un jeune qui vient, qui me dit, j'adore votre lampe, mais je ne saurais pas vous la payer, j'ai pas les moyens, c'est normal, moi j'arrive pas à mettre de l'argent de côté. J'ai quasi plus de compte épargne parce que la vie coûte tellement cher. Je dis, mais si vous l'aimez vraiment, vous pouvez me la payer en 3 ou 4 fois. Je vous la mets de côté. Et c'est ça, avoir un client jeune. S'il y a d'autres marchands qui ne comprennent pas ce système-là, tant pis pour eux. Ils sont en train de passer à côté, en fait, de leur future clientèle. Moi, je fidélise. Et je prends n'importe qui comme client. J'essaye de maintenir le beau, je veux dire, le qualitatif. Donc, je pense qu'il faut en discuter avec les autres personnes, ou alors vous passez votre chemin et vous allez chez d'autres personnes qui vous attendent les bras ouverts et qui ne demandent qu'une chose. Venez, rentrez dans notre boutique, arrêtez d'acheter en ligne sans le voir. Venez nous parler, on a besoin, nous, de... C'est notre passion, notre métier, on a besoin de vous communiquer les choses. On a envie de vous dire, cet objet-là, vous savez, ça vient de telle et telle famille. Sans citer de nom, on garde tout évidemment quand même avec un secret, mais vous avez quelque chose que vous allez pouvoir transmettre. Et dans 20 ans, vous allez dire, tu vois mon bonhomme, ça vient de là et là et là, et je l'ai acheté là-bas. Notre métier, il sert à ça. Merci. Juste en ce qui concerne la réputation des marchands de l'art, dans une certaine mesure, ça peut être mérité, la mauvaise réputation. Il y a eu tant d'affaires, il y a l'affaire de Liechtenstein en France, le problème des ventes aux enchères, où il y a eu fraude, surtout en ce qui concerne les héritages. En plus, il y a le problème de la provenance, des objets dont la provenance est assez douteuse. Il y a le problème du blanchissement d'argent, donc c'est quand même un certain défi. Et en plus, on se demande de plus en plus si les marges bénéficiaires du marchand de l'art sont justifiables. Ça s'applique aussi aux ventes aux enchères, où on parle d'une marge de 40 à 50%. Donc, qu'est-ce que les marchands d'art peuvent faire pour améliorer un peu leur image dans le marché? Merci pour... c'est très juste. On est... en tant que petit marchand, parce que c'est comme ça qu'on va nous appeler, on n'est pas Sotheby's, on n'est pas Christie's, qui ont vu leur chiffre d'affaires exploser en 2008, 2014, 2020. Évidemment, il y a eu le Covid. On a eu très peur et donc on achetait ou on revendait beaucoup en se disant il faut qu'on ait du cash ou alors on doit acheter. Pour avoir une meilleure réputation, je pense que c'est petit à petit semer notre petite graine, nous en tant que petits marchands. De pouvoir communiquer comme je le fais avec vous et que vous puissiez ressortir de cette conférence avec, on va réfléchir à comment on va pérenniser nous notre patrimoine. On est mal vu et pourtant c'est nous qu'on attaque, on nous attaque les premiers en tant que petits marchands. Les grosses salles de vente, tant mieux s'ils font quadruple bénéfice qui ne sont pas payés. Il faut savoir aussi que beaucoup de salles de vente, parce que je pense que vous êtes marchand. Vous êtes marchand en particulier? Non. Il faut savoir que dans les salles de vente, parce que j'étais expert dans l'une ou l'autre salle de vente, il y en a beaucoup qui ne sont pas payés. Donc quand c'est un vase chinois blanc-bleu qui est mis en vente et qui fait 3 millions, ne croyez pas que derrière, la salle de vente reçoit les 3 millions. Donc c'est un marché chinois qui vient mettre en vente les pièces. Ils ont acheté certainement déjà peut-être 500 000 derrière, qui vont les mettre à 4 millions. C'est eux qui achètent. Ils font monter le prix de vente, mais ils ne payeront jamais, parce qu'ils sont introuvables. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez faire? En salle de vente, vous décidez de ne pas payer, vous ne payez pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? À part, vous allez recevoir un courrier du huissier, et alors? La loi en Belgique, nous, elle couvre personne.
En Belgique, vous pouvez danser sur votre tête, on ne vous paye pas, on ne vous paye pas. On va vous appeler, on va vous harceler, on va vous dire il faut payer, vous êtes engagé, vous avez mis une responsabilité. Donc la salle de vente derrière, oui, c'était beaucoup de bénéfices, mais derrière, il y a beaucoup de travail aussi. Il y a énormément de travail. Il faut savoir que nous, prendre une photo, la description, pouvoir mettre une provenance, faire une vraie recherche, c'est ça aussi la question de, l'éthique, la déontologie, les recherches. Pour faire quelque chose de bien, et vous le voyez dans les musées, pour faire des belles expos, il faut du temps. Sauf que tout est compté aujourd'hui. Donc si moi je dois faire une recherche pour un objet qui va me rapporter 200 €, je préfère ne rien dire et dire petite chinoise en porcelaine 20e, point. Et peut-être que je perds de l'argent et peut-être que j'en gagne. Mais tout est une question de temps. Et celui qui veut le faire, qui a des grandes équipes, tout comme Sotheby's, Christie's, qui se disent avec des experts, on peut se tromper, tant mieux. Mais il y a effectivement un problème de provenance. Et pour être un vrai marchand, il faut d'abord être un vrai faussaire. Il faut connaître les techniques. Moi, je peux vous montrer comment on faussait des ventes de tableaux. Je peux vous montrer comment fausser un petit meuble, le faire un style, le faire en époque. Et c'est ça le problème d'aujourd'hui, c'est le manque de temps. On veut tout aller vite, on veut gagner vite et on est prêt à acheter tout et n'importe quoi parce qu'on ne connaît pas. Et c'est pas que de notre génération. Vous allez dans les années 1930, on allait chez l'antiquaire, on vous disait que c'était un Chippendale ou un Queen Anne et il achetait et puis voilà. Et peut-être qu'ils ont acheté une grosse copie, ils achetaient ça pour des millions à l'époque. Et ça date depuis combien de millénaires et des millénaires où on trompe les gens. Et je pense que nous, en tant que petits marchands, on a tout intérêt à être corrects, sinon c'est nous qui disparaissons. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. J'ai 32 ans, j'ai tout à perdre. Et je fais des recherches, en tout cas, j'essaie de faire des recherches qui sont concrètes, et quand je ne sais pas, je dis je ne sais pas, et je vais chercher un expert, et qui, j'espère, connaît mieux que moi. Mais quand on me dit, par exemple, un Banksy, ça a été expertisé par un expert, le Banksy. Qui connaît personnellement Banksy pour savoir que c'était vraiment un vrai? Pourtant, ça fait des millions. C'est quoi Banksy? C'est du vent. Je ne comprends pas, c'est du vent. On ne connaît pas cette personne. Et on attribue un truc là, parce que, et peut-être que c'est un vrai. Et on me dit, vous n'avez pas du Banksy aujourd'hui? Non. C'est qui lui? Je ne sais même pas s'il existe. C'est peut-être un groupe comme les Daft Punk, avec leur casque. Je ne sais pas. Tout est du marketing. Quand le mobilier à Versailles, il cherchait le conservateur des fauteuils Louis XIV d'époque, vous connaissez l'histoire, voilà. C'est triché. Et les experts, et la provenance, tout était bon. Et comment est-ce qu'ils ont fait pour tricher? Le conservateur disait toujours, ce serait canon qu'on ait cet ensemble de Louis XIV. Et bim, 5 ans plus tard, qu'est-ce qu'on voit sur le marché? Et combien c'est parti? Voilà. Et pourtant, ils se disent tous experts, mais on ne connaît rien. Notre marché, le jour où quelqu'un vous dit je suis expert, je connais tout et je sais vous dire tout, mais c'est la fin de notre métier, puisque nous, notre passion, c'est quoi? Notre métier, c'est d'en apprendre tous les jours. Et là, les experts, ils se sont bien fait couiller. Ils ont vraiment perdu en crédibilité, les pauvres. Ou alors, ils étaient dans le coup et ils se sont pris un fameux paquet d'argent. Voilà. Vous avez des questions? Vous parliez de la possibilité de faire un arbitrage dans le temps, donc d'acheter des œuvres du XVIIIe siècle maintenant et de voir un peu ce qui va se passer d'ici 10 ans et de les mettre dans un grand. Est-ce que vous êtes en train de réaliser cette idée? Ce serait une espèce de fonds commun avec les investisseurs? Vous êtes en train de me dire que vous voulez être un mécène? Bienvenue. Je n'ai pas d'investisseur, je travaille toute seule. J'ai un problème de trésorerie, j'ai un problème de place, de temps. J'essaie de défendre avec âme et ma clientèle derrière qui me suit un patrimoine. Parce que aujourd'hui, si je dois refaire ce meuble, en tout cas faire une copie d'un meuble 18e, c'est impayable. Un bijou, on va dire,
même la bague que j'ai là, aucun orfèvre pourrait le refaire, à moins de payer, mais peut-être pour 8 000 € de travail dessus. Donc je me dis que celui qui a un peu le temps, qui a un peu l'argent, qui a un grand bâtiment, et qu'on pourrait stocker et de pouvoir y retourner tous les mois pour être sûr qu'il n'y a pas un peu de moisi ou de petits vers qui viennent manger le bois, et de conserver ça pendant 10 ans et d'avoir le temps et les reins solides, faisons-le. Quand vous achetez une commode 18e, 200 balles, je suis désolée, mais moi je prends le risque. Mais j'ai pas l'argent pour moi. Voilà, j'expose, j'essaye de mettre du beau avec de la belle qualité. Mais j'ai pas... moi je vous invite à le faire. Et si vous avez le temps 10 ans, ben on en reparle dans 10 ans autour d'un bon café. Vous me refilerez une petite commission d'ailleurs. Mais je l'espère sincèrement que ça reprendra, puisque c'est notre métier. Et que tout le monde... On va dire que moi, mes parents, je les ai vus acheter du Louis-Philippe, du Napoléon III. Ils ont eu des très très beaux meubles. Et mon papa commence maintenant à être un peu vieux. Maman, ils ont dû vendre le magasin avec la maison parce que ça devenait trop et ils ont un certain âge. On a regardé le prix d'achat de l'époque et je les ai un petit peu aidés à mettre un coup de hache dans le mobilier parce qu'on ne sait pas où le mettre, on doit payer pour jeter. Du mobilier qu'ils ont payé peut-être, je sais pas moi, entre 1 500 et 2 000 € la garde-robe. Et quand on propose même de la donner, il n'y a personne qui en veut. Mais par contre, si je vous dis, je vais mettre ce meuble en enfilade à 10 000 € et qui ne vaut rien, les gens vont dire « ça c'est une belle pièce, hein. On a vu que c'est un artiste connu. » Ils sont prêts à acheter sans connaître. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend tout le beau mobilier, mais après, je vous parle de mobilier quand je prends, par exemple, une armoire ou un beau vaisselier liégeois où la sculpture du meuble est comme une dentelle et que c'est un bijou, qui peut encore se prétendre de faire la même chose que personne? La qualité du chêne. On allait en France, le chêne français était un des meilleurs bois pour justement faire la sculpture. Moi, il y a un truc qui m'échappe. J'aime beaucoup l'art contemporain, mais quand on me dit on prend une toile blanche, Fontana fait un coup de cutter dedans et c'est une belle recherche, et je vois un beau tableau 17e, ben oui. Après, coucou ceux qui adorent l'art contemporain, j'aime le mélange des styles et des époques. Mais il y a un problème. Arrêtons l'école, alors arrêtons d'apprendre. Allons sur Internet, sur YouTube, voir des vidéos et tout le monde se prétend garagiste, plombier... faire ça, et finalement, on ne sait rien faire, en fait. On voit beaucoup de choses, mais il n'y a personne qui aboutit quelque chose et qui va jusqu'au fond des choses. Je vois un ébéniste, un restaurateur. Et il me dit, voilà, Aurore, je t'ai restauré ton meuble. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie? Ça, c'est pas restauré, ça, je suis désolée. Vous savez qu'à la place d'aller mettre une marqueterie avec de l'argent dessus et de la nacre, il a été peindre. J'ai passé un coup de chiffon un peu humide dessus. C'était tout peint. La peinture s'est enlevée. Il me dit, je ne vais pas payer pour ça, moi. Et c'est pas peintre en bâtiment, j'ai demandé, moi c'était un restaurateur. Mais on fait comment? On fait comment pour préserver notre métier? Derrière, on n'a personne qui est capable de travailler avec un peu de sensibilité. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Big Dave. Il faut acheter des châteaux. Ou du vin. Et puis on va boire pour oublier. Ce n'est pas vraiment une question, mais je pense que quand vous faites allusion aux collectionneurs qui n'existent plus de la même façon, il y a par contre des collectionneurs qui collectionnent des choses dont on est un peu étonné, comme les baskets ou des choses comme ça. Et donc ça veut dire que de l'argent qui aurait été dans des objets de patrimoine autrefois, va maintenant dans tout à fait un autre genre d'objet. Est-ce qu'il n'y a pas un facteur là? Est-ce qu'il n'y a pas non plus quelque chose que vous pouvez ajouter à votre métier? Vendre des objets pour collectionneurs, même si vous trouvez que ça n'a pas de valeur. Alors, moi j'aimerais bien acheter un Basquiat, une peinture, un vrai Pablo Picasso, toutes ces œuvres, ou des artistes un peu moins connus, mais qui sont dans des prix... on va dire, muséales, des œuvres muséales.
j'ai pas le portefeuille. Et je pense que vous, en tant que client, vous n'avez peut-être pas le portefeuille non plus. Et là, ça devient élitiste. On reprend en fait notre métier où on était marchand. Les antiquaires, c'était oui, mais il faut avoir beaucoup d'argent et beaucoup de culture, il faut être un peu bourgeois pour acheter des antiquités. Alors qu'aujourd'hui, en fait, l'antiquité, notre métier, c'est on essaie de le lancer au plus grand d'entre nous, au plus grand nombre, et d'avoir un peu d'intérêt. J'aimerais bien aller toquer, moi, une porte dans un port franc, on en parlait, et aller voir tout ce qui s'y cache, blanchiment d'argent. Moi, j'aimerais bien être une petite souris et aller voir tout ce qui est préservé, et tout ce qui est dans les musées, et toutes les copies qu'on vous met au mur, et tout ce qui est bon, qui est à l'intérieur dans les caves, et qu'on ne vous montre pas. Parce que des copies au mur dans les musées, il y en a. Et plus qu'on le pense. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour changer un petit peu ça ? À part dire à des marchands et peut-être vous, des clients, mettez un petit peu plus et prenez ça. Achetez en salle de vente plus cher. Faites monter la cote de tel artiste. Et si on est 14 000 à faire des enchères et que ça monte à 14 millions et qu'il y a quelqu'un qui est prêt à mettre 14 millions dessus, c'est notre métier qui reprend. Mais qui a la prétention de le faire ? Moi pas. Je mets des jeunes artistes en avant, j'essaie de mettre notre, je ne sais pas, à mon petit niveau, j'essaie de mettre certains artistes en qui je crois en avant, pour pas des prix très chers, mais j'essaye, et de me dire que peut-être ça vaudra de l'argent plus tard, comme certains mécènes ont pu faire. Moi, à ma petite échelle, je n'ai pas la solution, sinon je l'aurais déjà faite, mais j'y travaille. En tout cas, avec beaucoup de jeunes antiquaires, de jeunes marchands, on y travaille, on essaye de s'en sortir. On sort les mains hors des poches, on n'est plus nous derrière, là, dans notre fauteuil, avec le gros cigare, la grosse panse, la moustache, pourquoi tu rentres, toi ? Non, on fait des vidéos, on est sur les réseaux sociaux, on vient chercher le client, on l'accompagne, on va jusque chez lui, on perd du temps, on perd de l'argent, mais on contribue encore au maintien de peut-être la pérennisation. Et j'ai pas envie de vendre tout ce qu'on peut trouver dans les grandes galeries. J'ai pas envie de vraiment terminer là-dedans, moi, en fait. Parce que j'ai pas envie de continuer à vendre une commode qui est invendable, en disant qu'il y a un fou qui sera aussi amoureux que moi. J'ai compris de Basquiat. D'accord, des baskets, et moi j'ai compris de Basquiat. Je ne comprends pas, pas que j'ai pas envie de comprendre votre question, mais je ne comprends pas cette envie, cet engouement de collection de baskets, parce que on va dire un chanteur rap achète une paire de chaussures, il a certainement des actions chez Nike, je ne sais pas, et c'est quoi, c'est 12 000 € la paire de baskets? No sense. No sense. Mais si c'est ça notre génération de maintenant, je suis tout à fait ouverte à l'entendre et me dire que tiens, c'est peut-être un endroit où je peux apprendre, comme les cartes Pokémon. Vous savez ce que j'ai fait? Moi, j'étais chez mes parents, j'ai ouvert les boîtes, merde, mes cartes Pokémon, elles sont où? Mon Game Boy, là, Game Boy Color, il est où? Si ça vaut 7 000 € la carte, je vais la retrouver. Tracasse pas, hein. Je peux te faire soulever toutes les planches et tous les trucs et y passer des heures. Je ne comprends pas. Mais si c'est ça notre marché de demain, pourquoi ne pas peut-être juste essayer de s'adapter? Pourquoi pas? Je vois madame, elle dit non, c'est pas possible, on ne peut pas acheter des cartes Pokémon. Il existe peut-être aussi un autre phénomène contemporain, c'est la dématérialisation du monde, dans le sens que les gens ne veulent plus être des collectionneurs, ne veulent plus amasser des richesses, mais ils veulent des aventures, des expériences. Ils partent en voyage en payant 20 000 € pour un voyage de Noël multiplié par 2 personnes. En plus, il y a une grande instabilité des relations humaines, des divorces, etc. Personne ne pense à des héritiers, par exemple. Dans ce sens-là, il n'existe plus de base pour les collectionneurs. Ou alors, il y a des collectionneurs qui commencent une collection, des personnes comme Barbra Streisand, par exemple, dans le but de revendre, avec le cachet de la provenance supplémentaire d'une personne fameuse. Alors, c'est très drôle parce que moi, je l'ai compris il n'y a pas très longtemps en disant, mais pourquoi accumuler tant de choses? Demain, je peux mourir. On a eu le Covid.
Demain, je peux me faire écraser par une voiture, et quoi, j'aurais accumulé tout, je regarde tout mon argent et mon bonheur, moi, là-dedans, dans tout ça. La recherche du bonheur, enfin, vous connaissez cette expression où on croit qu'en voyant nos copains sur Instagram partir en voyage, je sais pas d'ailleurs comment ils font, ils sont 5 fois par an au ski aux Bahamas et à Miami, et ils ont un salaire comme le SMIC. Moi j'ai un truc qui m'échappe, je n'arrive pas à partir en vacances, j'ai pas les moyens, je travaille comme une dingue. Mais on est à la recherche du bonheur, à se dire la vie elle est courte, il faut en profiter. Donc il y a ça. On va pas s'emmerder à avoir des choses à la maison, puisque maintenant on n'habite plus dans une maison pendant 30 ans, on déménage tous les X ans. On veut du changement, on prend un appart et puis un second, et puis on va acheter la maison. Donc il n'y a plus ce besoin de s'approprier et on dématérialise effectivement. La preuve, on fait des photos sur un smartphone et on perd le smartphone, on recommence tout. On perd ses souvenirs. Avant on avait l'appareil photo, on prenait le temps bien cadré, de vous regarder, attention, souris, clac, on avait une photo. On faisait imprimer la photo, on l'avait. Dématérialisation, aujourd'hui, plus rien. Notre vie est dans un appareil, un téléphone. Alors, il y a... c'est compliqué parce que je ne sais pas, répondre aussi à cette question-là, ou comment est-ce qu'on va se retrouver quand Barbara Streisand elle l'achète. Et... en fait, elle met juste un pédigré en disant ça appartenait à Barbara Streisand. Et dans les marchands, dans les vieux marchands que je connais par exemple en anglais, il vendait à un grand personnage très connu un meuble, et puis il disait écoute, tu sais quoi, je pense qu'en fait c'est une copie, mais je vais quand même te le racheter un peu plus cher si tu veux. Sauf que c'était pas une copie. Mais vous savez pourquoi il faisait ça? Il avait un beau papier en disant regardez, ça a appartenu à telle personne. Et bim, il leur vendait 4 fois plus cher. Il y a toujours eu ce besoin de recherche pour se mettre de l'argent dans les poches. Il y a toujours eu des bons plans comme ça. C'est un risque à prendre, évidemment. Donc oui, maintenant on achète pour revendre, et rapidement, j'espère que dans 10 ans, ce sera plutôt on achète pour garder, parce qu'on a un bonheur de l'avoir trouvé quelque part, ou de l'avoir fait soi-même, ou de l'avoir restauré, et de l'avoir préservé. C'est un fou espoir que j'ai peut-être encore au fond de moi, oui. Je voulais vous permettre juste de montrer une image qui dit, je pense, beaucoup. Ça, c'est le poubelle du Luxembourg. Et vous voyez les livres ici. Le symbole de connaissance, il est mis dans le poubelle. Et les gens, on voit ici plus grand. Désolé, je pense plus grand. Ça c'est l'éducation qui donne des jeunes maintenant. Même tout le monde peut le voir, le sac. Voilà, ça c'est les poubelles ici de Luxembourg, de Grand-Duché. Et les livres sont mis comme ça. Quelle éducation on va donner à la fille pour les livres et tout ça? Le problème, c'est que moi, à ma petite échelle, je suis bénévole dans une école de devoirs. Vous savez qu'on m'a demandé ce que c'était un artichaut. Il y a un moment donné où je me dis, il y a un problème quelque part. C'est pas nous, mauvaises personnes, on n'inculque pas nos enfants. Ça vient de là-haut. Et aussi de besoin de cette facilité. On a l'impression qu'en fait, on est en train de courir après le temps. Après, on ne sait plus éduquer un enfant. L'enfant, maintenant, il est derrière son téléphone. Et les parents, comme ça, ils n'ont plus besoin de gueuler, de lui dire « Assieds-toi, pas les coudes sur la table. Mets tes mains sur la table, mange avec une fourchette et un couteau. Et quand tu sors, tu fais attention. Et t'es la selle, mets ton manteau. » On n'a plus envie de ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les professeurs aussi sont lassés. Il y a tout un... on va dire, tout un environnement qui fait qu'aujourd'hui, on est lassé de tout. On veut plus rien, on met les trucs de côté. Qui a encore une bibliothèque avec des bouquins, et qui va chez son libraire ou dans une vraie librairie chercher des bouquins? Oui, mais moi aussi. Voilà. Je vais regarder. Oui, mais je ne commande pas mes bouquins sur Internet pour me faire livrer parce que je suis jamais là, et ça m'emmerde d'avoir un colis qui disparaît. Je sais jamais quand ils viennent me livrer. Moi, je me déplace mon dimanche matin ou le samedi, je vais chez mon libraire et je dis « Tu peux pas me commander si tu n'as pas ce livre-là ?» Voilà. Et je fais travailler un petit bouquiniste qui est bien sympa et qui va me dire « Oh, Aurore, j'ai rentré un super livre, tiens, c'est un peu ça, ça va te plaire. »
Voilà, ben ça c'est un peu la vie que j'aime, c'est ça le bonheur. C'est de dire de parler avec des gens, d'échanger. Et les livres, malheureusement, ben, en fait, nous, on fait partie de l'élitisme. On n'a peut-être pas beaucoup d'argent, mais on a encore juste un petit savoir-vivre. Bonjour, merci, au revoir. 3 mots, gratuits. Et c'est ça aussi l'élitisme aujourd'hui. On est en train de se faire exclure du monde parce qu'on a juste le besoin de curiosité, d'ouvrir un livre, de toucher le livre, de parler avec des gens. Je parlais encore ici dernièrement, on ne se parle plus. On ne se touche plus, on ne peut plus se serrer la main, on ne se fait plus la bise. Il y a des gens qui vivent seuls là-dedans. Heureusement qu'ils ont encore juste un beau tableau avec qui parler, un portrait d'un vieux monsieur décédé. Coucou Georges, tu vas bien? Voilà, aujourd'hui je vais passer une bonne journée. C'est ça, on est des gens un peu élitistes. On fait partie de ces gens où on a encore un petit engouement pour le beau et le savoir-vivre. Et on est mal vu. Pas de questions. Je pense qu'il y a c'est l'heure, je sais pas quelle heure il est, mais pas vous retenir. Vous n'avez pas de questions, rien? Oui? Non? Ben voilà, merci de m'avoir écouté, d'avoir pris le temps.